Allez, on plonge dans le monde, parfois un peu opaque, des fusions-acquisitions. L'idée ici, c'est simple. On va se construire ensemble un cadre de lecture, une sorte de boussole, pour pouvoir décrypter n'importe quelle opération, même celles qui paraissent les plus compliquées. On a tous déjà lu des titres comme ça, pas vrai? OPA, hostile, transfrontalière, Bolton. C'est une avalanche de jargon qui donne vite le tournis. On a l'impression que c'est un langage codé, réservé à quelques experts. La vraie question, c'est celle-là. Comment on fait pour passer à travers ce brouillard de termes techniques et comprendre ce qui se joue vraiment derrière les gros chiffres et les gros titres? Eh bien, il faut une méthode, une grille d'analyse. Et c'est justement ça, notre fameuse boussole stratégique. Le but du jeu, c'est de voir tous ces termes non pas comme une liste à apprendre par cœur, mais comme les points cardinaux de notre boussole. Chaque mot nous donne une information, une direction. Et en les assemblant, on peut cartographier n'importe quel deal. Notre boussole va nous orienter selon 3 axes principaux. D'abord, on va décoder le jeu stratégique, c'est le pourquoi du deal. Ensuite, on regardera l'architecture, la mécanique, c'est le comment ça se passe concrètement. Et enfin, on analysera les dynamiques de pouvoir, le qui et le où, qui sont souvent la clé de tout. On attaque avec le premier point cardinal, le plus important, la stratégie. Pourquoi est-ce qu'une entreprise se lève un matin et décide d'en racheter une autre? C'est vraiment la question fondamentale qui sous-tend tout le reste. Alors, la première grande distinction, c'est ça, horizontale ou verticale. L'intégration horizontale, c'est simple. On achète son voisin, son concurrent direct. Le café du coin qui rachète le café d'en face. Le but, souvent, c'est de grossir, de prendre des parts de marché et d'éliminer la compétition. L'intégration verticale, c'est une autre logique. Là, on ne rachète pas son concurrent, mais son fournisseur ou son client. Notre café, par exemple, qui achète la plantation ou pousse ses grains de café. L'objectif, c'est de maîtriser toute la chaîne, de la production à la vente. Et puis il y a une troisième possibilité, le deal congloméral. Là, on sort carrément de son domaine. C'est le café qui achèterait une entreprise de logiciels. Ça paraît étrange, mais l'idée derrière, c'est souvent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de diversifier les risques. Il faut aussi regarder l'ambition du deal. À un extrême, on a l'opération transformationnelle, le genre de deal qui change complètement le visage de l'entreprise. À l'autre bout, on a l'acquisition Bolton. C'est une petite pièce qu'on ajoute, une acquisition très ciblée pour renforcer un point précis. Entre les deux, il y a l'acquisition adjacente, pour s'étendre un peu, logiquement, et parfois l'objectif n'est même pas de grandir, mais juste de ne pas reculer. C'est l'acquisition défensive, pour contrer une menace. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est là qu'on entre un peu dans la salle des machines, la mécanique juridique et financière. Un choix absolument fondamental, c'est celui-ci. Est-ce qu'on achète les actions ou les actifs? Le share deal, c'est acheter l'entreprise en entier, clé en main. C'est plus simple, mais on récupère tout, le bon et le moins bon, y compris les dettes ou les problèmes qu'on n'avait pas vus. L'asset deal, c'est différent. Là, on fait son marché. On choisit ce qu'on veut, cette usine, ce brevet, cette marque, et on laisse le reste. C'est plus complexe à mettre en place, mais on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on achète. C'est le grand dilemme entre simplicité et gestion du risque. Autre élément qui change complètement la donne, est-ce que la cible est cotée en bourse ou pas? Si elle est cotée, c'est un jeu avec des règles très strictes, tout est public, les délais sont encadrés. Si c'est une entreprise privée, non cotée, alors là, les négociations se font en coulisses, avec beaucoup plus de flexibilité, de secret, et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Pour les sociétés cotées, l'arme la plus courante, c'est l'OPA, l'offre publique d'achat. Le principe est très direct, je vous propose de racheter vos actions contre du cash, tout de suite. Pour les actionnaires, c'est clair, net et sans bavure. Pour l'acheteur, ça demande d'avoir les poches bien remplies, mais c'est le moyen le plus efficace pour prendre le contrôle rapidement. L'alternative, c'est l'OP, l'offre publique d'échange. Cette fois, l'acquéreur ne sort pas son chéquier. Il paye avec ses propres actions. Ça lui permet de garder sa trésorerie. Mais pour les actionnaires de la cible, c'est plus risqué. Ils ne touchent pas de cash. Ils échangent leurs titres contre ceux de l'acheteur. C'est un pari sur la valeur future de la nouvelle entreprise combinée. Et enfin, un montage financier un peu à part, le LBO, ou Leverage Buyout. C'est assez fascinant. L'idée, c'est d'acheter une entreprise en empruntant un maximum d'argent. Et la subtilité, c'est que la dette est remboursée non pas par l'acheteur, mais par l'entreprise qui vient d'être achetée, grâce à ses propres bénéfices. C'est un pari très audacieux sur la rentabilité future de la cible. Si ça fonctionne, les gains sont énormes. Si ça rate, l'entreprise peut s'écrouler sous le poids de sa propre dette. On arrive à notre troisième et dernier axe d'analyse. Après le pourquoi et le comment, on se penche sur le qui et le où, les dimensions humaines et géographiques qui sont souvent sous-estimées. D'abord, l'ambiance. Est-ce que le deal est amical ou hostile? Dans un deal amical, les deux directions sont d'accord, elles collaborent. Ça permet de bien analyser la cible et de préparer une intégration en douceur.
À l'inverse, un deal hostile, c'est quand la direction de la cible dit non. L'acheteur doit alors passer par-dessus leur tête et s'adresser directement aux actionnaires. C'est une vraie bataille où l'information est rare et où l'intégration, si le deal réussit, s'annonce très compliquée. Le niveau de contrôle visé est aussi un point crucial. On peut vouloir une participation minoritaire. On est là pour influencer, pour avoir un pied dans la porte, mais on ne dirige pas. Si on vise la majorité, c'est-à-dire plus de 50%, là, on prend les commandes au quotidien. On contrôle le conseil d'administration. Mais attention, pour les décisions vraiment stratégiques les plus importantes, il faut souvent une super majorité, plus des 2/3 des voix. Le pouvoir à plusieurs niveaux. Et enfin, il y a la géographie. Un deal domestique, où tout le monde vient du même pays, c'est déjà complexe. Mais un deal transfrontalier, ou cross-border, ça ajoute tout un tas de difficultés. Le risque lié aux monnaies, le choc des cultures d'entreprise, et surtout le casse-tête de devoir jongler avec plusieurs lois, plusieurs réglementations. Et voilà, maintenant la magie opère. Reprenons notre titre du début. Grâce à notre boussole, ce n'est plus du charabia, on peut le décoder mot par mot. Horizontal, ok, ils achètent un concurrent. Transfrontalière, l'acheteur et la cible ne sont pas du même pays. OPA, c'est une offre publique payée en cash. Hostile, la direction de la cible était contre. Et Bolton, ce n'est pas un rachat pour tout changer, mais une acquisition tactique pour ajouter une brique spécifique à leur business. D'un coup, tout devient clair. Et tout ça nous amène à une conclusion, qui est peut-être la règle d'or dans ce domaine. Avant toute la complexité financière, avant tous les montages juridiques, il doit y avoir une chose, une stratégie claire, une vision. C'est cette clarté stratégique qui est le vrai fondement d'un deal réussi, bien plus que n'importe quelle astuce technique. C'est vraiment par là que tout commence.